L'air de ce jour-là, au jardin du Luxembourg, avait une odeur particulière. Une odeur de fin d'automne, mêlée à quelque chose d'autre, une sorte de parfum froid, artificiel, que je n'ai compris que bien plus tard. Il était là, Julien. Mon mari. Le père de l'enfant que je portais. Il me parlait de divorce, d'une voix étonnamment calme. Comme si notre vie, nos promesses, ne valaient pas plus que le montant dérisoire indiqué sur un relevé bancaire. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai vu Chloé s'approcher, son sourire flottant, ses mots doux comme du poison. Pendant un instant, j'ai choisi le silence. Pas par faiblesse, mais pour observer. Pour comprendre comment, d'un seul coup, le château que j'avais cru si solide s'écroulait. Il pensait avoir tout calculé. Il pensait me connaître. Mais il n'avait jamais vu la force tranquille qui sommeillait en moi, celle qui ne se révèle qu'une fois que tout est perdu. Les vérités éclatent rarement dans la lumière. Souvent, elles se révèlent dans les ruines. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je me souviens de cet après-midi. Un de ces après-midi où le ciel de Paris semblait vouloir pleurer avec vous, sans vraiment oser le faire. C'était au jardin du Luxembourg, un lieu qui, autrefois, avait résonné de rires, de promesses. Maintenant, il n'y avait plus que le poids du silence, et le froid qui s'insinuait sous mon manteau, bien plus profond que celui de l'automne. J'étais là, Élodie Moreau, mon ventre rond témoignant d'une vie à venir, une vie que je ne savais plus comment aborder. Julien était en face de moi. Julien Dubois. Mon mari. Ou plutôt, celui qui était encore mon mari, du moins sur le papier. Sa voix, d'habitude si assurée, si persuasive, avait pris une teinte différente. Presque détachée. Comme s'il lisait un rapport, une simple transaction commerciale. Élodie, avait-il commencé, le regard fuyant vers les marronniers dorés, il faut qu'on en finisse. Divorce. Le mot flottait dans l'air, lourd, définitif. J'ai senti mon souffle se bloquer. Divorce. Après toutes ces années, tous ces projets, tous ces rêves partagés. Et moi, avec notre enfant qui grandissait en moi. L'image était presque trop cruelle pour être vraie. J'ai dû me pincer la main, discrètement, pour sentir la piqûre, pour m'assurer que je n'étais pas en train de rêver. Ce n'était pas un rêve. C'était une fin. Brutale. Implacable. Il a continué, comme si ma douleur était une simple formalité. Il parlait d'accords, de clauses, de ce qui serait le plus simple. Le plus simple pour qui? Pour lui, sans doute. Pour elle, j'imagine. Car juste à ce moment-là, elle est apparue. Comme sortie de nulle part, ou peut-être était-elle là depuis le début, dans l'ombre. Chloé. Mon amie. Ou ce qu'il en restait. Elle s'est approchée, un sourire étrange flottant sur ses lèvres, un sourire qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. Elle a posé une main sur le bras de Julien. Un geste si naturel, si familier, que mon cœur s'est serré en une boule glacée. Elle m'a regardé ensuite. Pas avec la compassion d'une amie, mais avec une sorte de pitié teintée de gêne. Élodie. Je suis désolée. Vraiment. Désolée. Ce mot, dit dans ce jardin, face à cette trahison, sonnait comme une ironie amère. J'ai senti le monde basculer. Les arbres, les passants, le ciel gris, tout est devenu flou. Julien Dubois, mon Julien, celui qui me disait que j'étais tout pour lui, celui qui m'avait promis un avenir, me jetait. Et Chloé, mon amie depuis les bancs de la faculté, était là, complice. Mon mariage, cette forteresse que je croyais solide, venait de s'effondrer sous mes yeux, sous le regard indifférent de Paris. Je me suis levée lentement, le poids de mon corps, de ma grossesse, semblant soudain insupportable.
L'envie de crier, de hurler ma douleur, était immense. Mais j'ai gardé le silence. J'ai senti une force nouvelle, étrange, monter en moi. Pas une force de colère, non. Plutôt une force de survie. Une nécessité viscérale de protéger cette petite vie qui dépendait entièrement de moi. J'ai tourné le dos à ce tableau familier devenu étranger, à ces deux visages qui avaient autrefois représenté mon monde, et j'ai marché. Sans savoir où j'allais. Seulement, il fallait partir. Il fallait quitter ce jardin de mes souvenirs brisés. Et tandis que mes pas me ramenaient vers un passé que je croyais révolu, vers un appartement vide qui m'attendait, une question s'est gravée dans mon esprit: comment en étais-je arrivé là? Comment l'amour avait-il pu se transformer en une telle froideur, une telle indifférence? C'était le début de mon retour en arrière, un retour vers les moments où les fissures étaient si petites, si subtiles, que je n'avais pas voulu les voir. Les jours avant ce jardin, quand tout semblait encore possible. Avant ce jardin, il y avait eu le bonheur. Du moins, c'est ainsi que je le percevais alors. Une vie tissée de fils dorés, à Paris. Nos dîners chez des amis, parfois à l'hôtel Ritz, où Julien aimait à me montrer combien il était fier de moi, de nous. Il disait toujours que j'étais son ancrage, son port d'attache. Et je le croyais. J'aimais cette image. J'aimais cet homme qui avait construit, qui bâtissait sans cesse. Dubois et Fils, une entreprise qui portait son nom, sa passion. Je me souviens de ses voyages d'affaires, où je l'accompagnais parfois. Il me présentait comme sa collaboratrice, son inspiration. C'était flatteur. C'était tout ce que j'avais désiré. Je me sentais importante. Utile. Aimée. J'organisais nos vies, nos voyages, je veillais à ce que tout soit parfait pour lui quand il rentrait, fatigué mais souriant. Le nid douillet, c'était moi qui le préparais. Puis, les changements ont commencé. Si subtils au début. Comme une note discordante dans une mélodie familière. Julien passait plus de temps au bureau. Les dîners tardifs sont devenus plus fréquents. Les réunions importantes. J'écoutais, j'acquiesçais. Je pensais que c'était la nature de son travail, de son ambition. Il disait, c'est pour nous, Élodie. Pour notre avenir. Et je rangeais ces mots dans un coin de mon cœur, comme des trésors. Mais son regard avait changé. Moins pétillant quand il me croisait. Plus distant. Parfois, je le surprenais à fixer le vide, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, d'autre. Et Chloé. Mon amie d'enfance. Celle avec qui j'avais partagé tant de secrets, tant de rires. Elle était là, aussi. Toujours. Pour le soutenir, disait-elle. Quand Julien était absent, elle venait me tenir compagnie. Elle me parlait de ses propres soucis, de son travail dans les relations publiques. Mais parfois, nos conversations prenaient un tour étrange. Elle louait Julien, peut-être un peu trop. Ses succès, sa détermination. Elle avait cette façon de le décrire, avec une admiration qui dépassait l'amitié. Je mettais cela sur le compte de notre proximité. Après tout, elle le connaissait aussi depuis longtemps. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer. Une voix que j'essayais d'ignorer. Je me rappelle un soir en particulier. Julien était censé être en déplacement à Lyon pour une affaire cruciale. Il m'avait appelé avant de partir, me disant qu'il m'aimait, qu'il me manquerait. Une de ces déclarations qui semblaient si sincères. Plus tard dans la soirée, Chloé était venue dîner. Nous avions ouvert une bonne bouteille de vin. Elle me racontait une anecdote amusante sur une soirée à laquelle Julien avait participé. Elle a souri, un peu trop rêveusement, en disant « Ah, Julien, il a cette présence, n'est-ce pas? Quand il entre dans une pièce, tout s'illumine. Et sa façon de parler des chiffres, si passionnant.
Elle a semblé réaliser ce qu'elle disait, et a ajouté rapidement, enfin, je veux dire, pour un homme d'affaires. C'est impressionnant. À ce moment-là, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone, posé sur la table. Un message de Julien. Mon cœur a fait un bond. Je n'ai pas lu le contenu, bien sûr. Mais le nom seul, Julien. Sur le téléphone de Chloé. Alors qu'il était censé être loin, concentré sur une affaire cruciale. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai souri à Chloé, un sourire forcé. J'ai bu mon vin. Le goût était soudain devenu amer. Il y avait aussi Madame Dubois, notre voisine. Une femme d'un certain âge, pleine de sagesse populaire. Elle me voyait souvent seule sur le balcon, à contempler le ciel. Elle venait me parler, parfois. Élodie, ma chère, me disait-elle, son regard pétillant de bienveillance, dans un mariage, il faut savoir écouter son cœur. Ne laissez jamais les petites ombres grandir. Les silences, ça peut être trompeur, vous savez. À l'époque, ces paroles me semblaient sages, mais un peu démodées. J'étais trop occupée à vivre ma belle histoire pour penser aux ombres. Maintenant, ces mots résonnaient différemment. Ils me rappelaient que j'avais peut-être refusé de voir les fissures, même quand elles commençaient à apparaître. Les fissures étaient là. Elles grandissaient. Et moi, j'étais encore perdue dans la lumière artificielle de mon bonheur passé. Le froid de cet appartement à Belleville s'insinuait jusque dans mes os. Ce n'était pas seulement le manque de chauffage, bien que le vieux radiateur crachotant n'arrangeait rien. C'était un froid intérieur, celui qui naît quand tout ce qui vous tenait debout s'effondre. Mes pas résonnaient étrangement sur le parquet usé. Chaque craquement semblait murmurer ma nouvelle condition, seule. Presque sans le sou. Mais quelques économies, j'ai préféré ne pas y penser. Juste assez pour tenir quelques semaines, peut-être. La carte bancaire, que Julien m'avait autrefois offerte avec tant de légèreté, affichait un solde dérisoire. 150 €. 150 € pour tenir jusqu'à quand? Je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir. L'important, c'était ce petit être qui grandissait en moi, qui avait survécu à ce naufrage. Les appels du cabinet d'avocats de Julien étaient devenus réguliers. Des voix lointaines, professionnelles, qui me rappelaient que mon ancienne assurance maladie, celle de Dubois et Fils, avait été résiliée. Effectivement. Immédiatement. Une phrase simple, froide, qui signifiait tant de choses. Plus de sécurité. Plus de suivi médical serein pour moi, pour mon enfant. J'ai raccroché, le cœur lourd. J'ai posé ma main sur mon ventre. Il a bougé. Un petit coup, timide, comme une question. Ça va aller, mon amour, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Comment faire? Comment assurer? D'une vie à Paris, avec tout le confort imaginable, à cette petite pièce aux murs défraîchis, avec pour seule compagnie mes angoisses. La naissance, ce fut une épreuve. Une épreuve que je n'avais pas imaginée. Les médecins parlaient vite, les appareils médicaux bipaient sans cesse. J'étais à l'hôpital Saint-Louis, dans un service où la précarité se lisait sur les visages, dans les regards fatigués des infirmières. J'ai senti la douleur monter, d'abord sourde, puis vive. Ils ont parlé de complications, de la nécessité d'agir vite. Dans le brouillard de la douleur et de la peur, j'ai entendu des bribes, pression artérielle basse, détresse fœtale, naissance prématurée. Et puis, le silence. Un silence assourdissant après les cris. Quand j'ai enfin repris conscience, dans cette chambre blanche et impersonnelle, une infirmière au regard doux s'est approchée. Vous avez eu beaucoup de chance, ma grande. Le petit Thomas, il est fort. Un vrai battant. Thomas. Mon fils. Elle a marqué une pause, son regard s'est fait plus grave.
Mais, l'autre bébé, nous n'avons pas pu faire plus. Le corps a ses limites. Ma fille. Mon autre bébé. Une part de moi s'est éteinte ce jour-là. Une part que je n'avais même pas encore eu le temps de connaître pleinement. Les larmes ont coulé, silencieuses, brûlantes. Mon ventre était plus léger, mais mon cœur était plus lourd que jamais. Les premiers jours avec Thomas à la maison, c'était un mélange étrange de tendresse infinie et de désespoir lancinant. Le petit Thomas, si fragile dans mes bras. Ses petits doigts agrippant mon index comme si sa vie en dépendait. Et elle dépendait. J'étais tout pour lui. La seule source de chaleur, de nourriture, de sécurité. Je me souviens de ces nuits interminables. Le son de sa respiration, parfois sifflante, me tenait éveillé. Je le berçais, je lui chantais des berceuses sans musique, juste ma voix rauque par la fatigue. La ville de Paris, dehors, continuait de vivre. Les sirènes lointaines, les rires étouffés des voisins, le bruit des livraisons matinales, tout cela me semblait appartenir à un autre monde. Le mien était devenu cette petite chambre, ce berceau improvisé dans un panier à linge, cette angoisse constante de ne pas pouvoir lui offrir ce dont il aurait besoin. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. Qui étais-je, maintenant? Plus Madame Dubois. Plus la femme de Julien. Juste Élodie. Une mère seule, avec un bébé prématuré, et à peine de quoi survivre. Parfois, au petit matin, quand le ciel commençait à peine à pâlir, je regardais par la fenêtre. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Des milliers de vies qui continuaient. Et moi, là, avec mon petit Thomas. Je me disais, est-ce que quelqu'un d'autre, quelque part, vit une solitude aussi profonde? Une solitude où même le bruit de la ville ne parvient pas à la combler. Parfois, juste un regard échangé, un sourire discret d'une autre mère dans la rue, une aide impromptue d'une voisine, ça pouvait faire une différence. Mais ici, dans ce quartier, j'étais encore une silhouette anonyme. Une ombre parmi d'autres. Je me demandais si, dans ce vaste monde, il y avait encore de la place pour des histoires comme la mienne. Des histoires qui commençaient par une chute, mais qui, peut-être, trouveraient un jour le chemin d'une autre aube. J'avais besoin de croire que oui. Pour Thomas. Pour moi. L'idée de chercher du travail, pour moi, Élodie Dubois, ancienne épouse Dubois, m'était presque étrangère. Pendant des années, ma vie avait été différente. Plus planifiée. Mais Thomas, mon fils, il méritait plus que mes angoisses solitaires dans ce petit appartement. Il méritait une chance. Un avenir où il ne sentirait pas constamment le poids de notre précarité. Alors, j'ai commencé à chercher. Dans les journaux, sur Internet, des petites annonces. Des postes modestes. Le cœur serré, je me disais, qu'est-ce que je sais faire, au juste? Mes compétences? Elles semblaient si lointaines, si liées à une vie qui n'existait plus. Un jour, en feuilletant une rubrique apparemment anodine, mon regard s'est arrêté sur une annonce. Fondation Moreau recherche assistant administratif, VE, à temps partiel. Discrétion et sens de l'organisation appréciés. Fondation Moreau. Le nom résonnait vaguement. Une institution qui soutenait les arts, peut-être? L'idée d'un travail à temps partiel, avec une certaine flexibilité, cela semblait presque trop beau pour être vrai. L'adresse, avenue Montaigne. J'ai senti une petite appréhension monter. C'était un quartier différent. Un quartier de prestige. Mais pour Thomas, je devais essayer. Le jour de l'entretien, j'ai emprunté un blazer chez Madame Dubois, notre ancienne voisine, une femme au grand cœur qui avait pris Thomas sous son aile depuis quelques semaines, me rendant une aide précieuse, presque bénévole. Allez, ma petite Élodie, m'avait-elle dit en ajustant le col de mon veste, vous avez une force en vous, je le sens.
Ne laissez personne vous dire le contraire. Faites-leur confiance. Surtout, faites-vous confiance. Ces mots, ils étaient comme une petite flamme dans le froid. J'ai enfilé mes chaussures les plus convenables, emprunté aussi, et je suis parti, le cœur battant à tout rompre. L'entrée de la Fondation Moreau. C'était impressionnant. Un hall spacieux, lumineux, avec des œuvres d'art discrètes mais élégantes. Pas ostentatoire comme le bureau de Julien, mais raffiné. Calme. J'ai été reçu par une jeune femme souriante, qui m'a conduite à travers des couloirs où flottait une atmosphère studieuse. Et puis, j'ai rencontré Monsieur Moreau. Gabriel Moreau. Il n'était pas du genre à faire des entrées tonitruantes. Il était là, déjà installé à son bureau, un homme d'une 50aine d'années, l'air pensif. Il avait des yeux clairs, qui semblaient voir au-delà des apparences. Pas le regard calculateur de Julien, non. Quelque chose de plus profond. Une sorte de mélancolie douce, peut-être. Il m'a posé des questions. Sur mon expérience. J'ai parlé de mon passé, de la gestion de projets, de l'organisation d'événements, en omettant bien sûr toute la partie « épouse délaissée » et « mère célibataire en difficulté ». J'ai senti qu'il percevait quelque chose, peut-être mon hésitation, ma fragilité cachée. Mais il n'a pas insisté. Il a plutôt parlé de la fondation. De sa mission. Aider les jeunes à trouver leur voie, soutenir les artistes émergents, des projets qui avaient du sens. Un sens que j'avais cru perdu. Il a regardé mon dossier, puis moi, longuement. Et puis, il a dit, Mademoiselle Dubois, votre CV est intéressant. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est votre détermination. Je la vois dans vos yeux. J'ai senti une chaleur monter à mes joues. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis si longtemps. Il a proposé un poste. Pas permanent, juste pour commencer. Un contrat à durée déterminée, avec un salaire suffisant. Suffisant pour que Thomas et moi puissions vivre dignement. Suffisant pour respirer un peu. Les horaires sont flexibles, a-t-il ajouté, d'un ton presque apologétique. Je comprends que vous ayez des contraintes personnelles. J'ai accepté. Avec une gratitude qui me serrait la gorge. Ce n'était pas seulement un travail. C'était une bouée de sauvetage. En sortant de cet hôtel particulier, j'ai regardé le ciel. Il n'était plus gris. Il semblait plus doux. Une petite lueur d'espoir s'était allumée. Peut-être que la vie, après tout, pouvait encore me réserver de belles surprises. Peut-être que tout n'était pas fini. Peut-être que cet homme, Gabriel Moreau, avec son regard tranquille, allait m'offrir une chance. Une chance de me reconstruire. Une chance de revivre. Les semaines à la Fondation Moreau se sont écoulées avec une douceur inattendue. Les journées sur l'avenue Montaigne avaient un rythme différent. Plus calme. Plus humain. Je m'y étais installé, me surprenant moi-même. Les tâches administratives, la gestion des dossiers, la coordination, cela me rappelait une partie de moi que j'avais cru perdue. J'ai appris à travailler avec mes nouveaux collègues. Il y avait Antoine, un jeune homme plein d'enthousiasme, toujours prêt à aider. Et Madame Dubois, notre voisine, qui avait une connexion surprenante avec le monde de l'art et me donnait parfois des conseils avisés sur la manière de présenter certains projets. Le bureau de Monsieur Moreau, Gabriel, donnait sur le jardin du Luxembourg. Parfois, je le voyais assis là, le regard perdu vers les allées que je connaissais si bien. Un jour, il m'a proposé un café dans son bureau. Élodie, avait-il dit, sa voix basse et posée, vous faites un travail remarquable ici. J'apprécie votre discrétion. Votre efficacité. Il a marqué une pause, comme s'il cherchait ses mots. Cette fondation, elle est née d'une nécessité. D'un besoin de croire qu'il est encore possible de construire quelque chose de beau, de juste, même après
après ce qui a été détruit. Il n'en a pas dit plus, mais j'ai senti dans son ton une profonde mélancolie. Une blessure ancienne. J'ai simplement hoché la tête, le cœur un peu plus léger. Peut-être qu'il comprenait, d'une certaine manière. Peut-être que nous avions plus en commun que je ne le pensais. Ces moments, ces conversations simples, tissaient un lien fragile entre nous. Un lien de confiance naissante. Et puis, les ombres ont commencé à s'inviter. D'abord, ce fut un email. Sur ma vieille adresse personnelle, celle que j'utilisais à peine. Un expéditeur inconnu. Le message était court. Étrange. Elle pense que c'est fini? Le phénix n'oublie jamais. Le phénix. Ce mot m'a glacé. Le réseau. Julien. Mon sang s'est figé. J'ai regardé autour de moi, dans mon petit appartement de Belleville. Le berceau de Thomas était là, paisible. Mais l'insouciance s'était envolée. J'ai essayé de me raisonner. C'était peut-être une erreur. Un canular. Julien ne serait pas capable. Si. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser cette image de lui, de son sourire habituel, si différent de cette froideur que j'avais vue au jardin du Luxembourg. Quelques jours plus tard, alors que je traversais le jardin pour rentrer chez moi, j'ai entendu mon nom. Une voix familière, mais déformée par la distance. Je me suis retourné. C'était une silhouette, à l'autre bout de l'allée, immobile. Elle ressemblait vaguement à quelqu'un que je connaissais, mais je n'arrivais pas à mettre un nom dessus. Cette personne a pris une photo. De moi. De dos. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru reconnaître le geste, l'appareil, mais c'était impossible. J'ai secoué la tête. Mon imagination me jouait des tours. Les difficultés, le stress. Cela devait me rendre paranoïaque. Mais l'inquiétude était là. Elle s'installait doucement. J'ai décidé d'en parler à Gabriel. Prudemment. Sans nommer Julien directement. Monsieur Moreau, ai-je commencé un après-midi, alors qu'il semblait perdu dans ses pensées devant la fenêtre de son bureau, j'ai reçu des messages étranges. Des choses qui me semblent menaçantes. Liées à mon passé. Il s'est retourné, son expression immédiatement plus sérieuse. Il m'a écouté attentivement. Il n'a pas minimisé mes craintes. Il a simplement dit, soyez prudente, Élodie. Le monde dans lequel nous évoluons, il peut être cruel. Surtout quand on dérange certains intérêts. Il n'a pas posé de questions sur Julien. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste regardé autour de lui, comme s'il vérifiait si nous étions seuls. Puis, il a ajouté, d'un ton plus bas, je vais prendre quelques dispositions. Discrètement. Je n'ai pas su quoi penser. Était-ce de la préoccupation sincère? Ou y avait-il quelque chose de plus? Était-il lui-même lié à ce passé dont je ne parvenais pas à m'échapper? Les ombres commençaient à s'épaissir, et j'avais l'impression de marcher sur un fil de soie, prêt à se rompre à tout moment. Les jours qui ont suivi les rumeurs, les articles, ils ont laissé une traînée de malaise. Les gros titres en France n'épargnaient personne. On parlait de « l'ex-épouse de Dubois sous le feu des projecteurs », de « scandale à la Fondation Moreau ». Je sentais les regards dans la rue, même si je ne pouvais pas être sûr qu'ils étaient pour moi. Une fatigue s'est installée en moi, une fatigue qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. C'était une fatigue de l'âme. On avait voulu me salir, me faire passer pour une opportuniste, une manipulatrice. Et même si je savais que c'était faux, ces mots, comme des petites piqûres, finissaient par faire mal. Au travail, à la fondation, l'atmosphère avait changé. Moins de légèreté. Les sourires étaient plus forcés. J'ai vu certains partenaires importants prendre leur distance. Des emails de partenariat annulés, des appels qui ne trouvaient plus de réponse.
J'ai compris que les manœuvres de Julien portaient leurs fruits. Il n'avait pas eu besoin de me faire de mal directement. Il avait suffi de jeter le doute, de semer la discorde. J'ai senti une vague de découragement me submerger. Est-ce que tout cela en valait la peine? Me battre pour retrouver ma dignité, pour protéger mon fils. Cela semblait si coûteux, si épuisant. Un soir, alors que Gabriel et moi étions seuls au bureau, tard, je me suis décidé à lui parler. Il était penché sur des documents, le visage éclairé par la seule lampe de son bureau. Le silence s'était installé entre nous depuis quelques jours, un silence chargé de non-dits. Gabriel, ai-je murmuré, ma voix un peu rauque. Il a levé les yeux. Son regard était plus intense que d'habitude. J'ai peur, ai-je avoué, les mots sortant difficilement. Non pas pour moi, vous savez. Mais pour Thomas. Et pour vous. Julien, il ne s'arrêtera pas. Je le sens. Il est capable de tout. Je me suis tue, fixant mes mains posées sur le coin de son bureau. J'espérais une réponse claire, une explication, un réconfort. Mais il est resté silencieux un moment. Puis, il a dit, d'une voix grave, « Je sais qu'il est dangereux, Élodie. Je sais ce dont il est capable. » Il n'en a pas dit plus. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose, une lueur de connaissance, une familiarité avec cette dangerosité. Comme s'il avait déjà vécu cela. Comme si cette peur, je ne la portais pas seule. J'ai commencé à chercher. Pas ouvertement. Discrètement. Des articles anciens sur Internet. Des archives poussiéreuses de journaux. Des informations sur Dubois et Fils, sur la chute de Moreau Technologies à Lyon. Des bribes d'informations. Une affaire complexe. Une faillite qui avait secoué le monde des affaires il y a des années. Julien avait prospéré, alors que Gabriel avait semblé disparaître des radars pendant un temps. L'histoire était floue, pleine de non-dits. Il y avait des mentions d'une dissolution difficile, d'un litige complexe. Mais rien de concret. Juste assez pour alimenter mes doutes. Gabriel me cachait-il quelque chose? Était-il lui-même impliqué dans cette sombre affaire? Était-ce pour cela qu'il me soutenait? Par culpabilité? Et puis, il y a eu cette carte postale. Arrivée sans explication, glissée sous ma porte un matin. Aucune adresse d'expéditeur. Juste une photo d'un paysage nocturne, et quelques mots griffonnés au dos. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Attention à ceux qui pensent l'avoir éteint. Ce n'était pas signé. Mais je savais. D'une manière viscérale, je savais que cela venait de Julien. Ou de quelqu'un qui travaillait pour lui. Ce n'était pas une menace directe, mais un avertissement. Un rappel qu'il était toujours là. Que cette partie de ma vie, celle que j'avais voulu laisser derrière moi, n'avait pas dit son dernier mot. J'ai senti mon cœur se serrer. La peur revenait, plus insidieuse cette fois. Ce n'était plus seulement la peur de perdre mon fils, ou ma nouvelle vie. C'était la peur de ce que Julien était capable de faire. Et la peur de ne pas connaître toutes les cartes sur la table, y compris celles que Gabriel Moreau pourrait détenir. Ce soir-là, la ville de Paris scintillait dehors, comme une promesse silencieuse. Mais dans le bureau de Gabriel, une autre histoire se dévoilait, plus sombre, plus intime. Nous étions restés tard. Antoine et Madame Dubois étaient partis depuis longtemps. Il ne restait que nous, dans le calme feutré de la fondation, éclairés par la lumière douce de la seule lampe du bureau. Gabriel avait hésité longtemps avant de parler. J'avais senti son malaise, son combat intérieur. J'attendais. Sans le presser. Je savais que certaines vérités sont lourdes à porter, et qu'elles ne se partagent qu'avec une confiance absolue. Élodie, commença-t-il enfin, sa voix basse, presque un murmure. Vous avez le droit de savoir. Tout savoir. Il s'est levé,
s'est approché de la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait devant nous. Julien Dubois, et moi, ce n'est pas juste une rivalité professionnelle. C'est bien plus ancien. Plus, personnel. Il s'est tourné vers moi, ses yeux clairs reflétant la tristesse qu'il portait en lui. Mon frère, Andrew. Il était, différent. Un inventeur. Un rêveur. Il travaillait sur quelque chose de révolutionnaire. À Lyon, il y a des années. Il a marqué une pause, cherchant les mots justes. Julien, il faisait partie de son projet au début. Ils étaient comme des frères. Mais l'ambition de Julien, elle était vorace. Andrew a refusé de vendre ses brevets à bas prix. Il voulait que son invention serve à quelque chose de grand, pas juste à faire fortune. Julien, il n'a pas supporté le refus. Il a agi. Il a manœuvré. Il a saboté l'accord d'Andrew avec une autre entreprise. Il a fait en sorte qu'Andrew perde tout. Et peu de temps après, l'accident. Son regard s'est voilé. Je pouvais sentir la douleur transpirer de chaque mot. L'accident, a-t-il repris, la voix étranglée. Officiellement, il a perdu le contrôle de sa voiture sur une route mouillée. Mais Andrew, il n'était pas du genre imprudent. Et Julien, il avait tout à gagner. La faillite de Morrow Technologies, le contrôle des brevets, il a tout pris. Il m'a laissé, avec le fantôme de mon frère, et la certitude que la justice avait été bafouée. Il s'est assis, lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. J'ai essayé de me battre. Légalement. Mais Julien était déjà trop fort, trop bien entouré. Il a réussi à brouiller les pistes. J'ai disparu pendant un temps. J'ai dû me reconstruire. Et j'ai décidé de créer cette fondation. Pour honorer la mémoire d'Andrew. Pour faire quelque chose de bien, à partir de ce mal. Pour compenser, peut-être. Pour essayer de trouver un sens. Je l'écoutais, le cœur serré. Ce n'était plus de la suspicion que je ressentais. C'était une profonde empathie. Il n'était pas juste un homme riche qui m'offrait un travail. Il était un homme brisé, comme moi, mais qui avait choisi de se relever différemment. Pas par la vengeance brute, mais par la reconstruction. Par la création. Il avait lutté à sa manière. Il avait perdu, lui aussi. Et cette histoire, elle expliquait tant de choses. Son regard parfois si triste, sa détermination à faire le bien. Ce n'était pas seulement une stratégie. C'était une quête. Une manière de rendre hommage à son frère. Dans ce silence, j'ai senti que notre lien se resserrait. Pas seulement professionnel. Quelque chose de plus profond. J'ai posé ma main sur la sienne, posée sur le bureau. Elle était froide. Gabriel, ai-je dit doucement, je suis tellement désolé. Pour votre frère. Pour tout ce que vous avez traversé. Il a tourné sa main, entrelaçant nos doigts. Un geste simple. Mais qui disait tant. Nous étions deux âmes, blessées par la même ombre, cherchant notre chemin dans la lumière. La nuit était tombée dehors, mais ici, dans ce bureau, une petite flamme venait de s'allumer. Et tandis que les lumières de Paris commençaient à briller plus intensément, je me suis surprise à penser. Parfois, le destin nous pousse vers des rencontres inattendues. Des âmes qui traversent notre route, portant leur propre fardeau, mais qui, par un simple geste, par une simple écoute, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à naviguer dans cette existence. Si vous êtes là, à écouter jusqu'à ce point, vous comprenez peut-être cette sensation. Aidez-moi, si vous le voulez bien, juste en laissant un discret dans les commentaires. C'est une petite chose, je sais. Mais pour moi, savoir que vous êtes là, partageant ces moments de confidence, c'est une lueur d'espoir. Une raison de continuer. La décision était prise. Non pas par un élan de vengeance, mais par une nécessité profonde.
La vérité devait éclater. Pas dans un éclat de violence, non. Mais dans la clarté froide des faits. Julien Dubois avait trop longtemps semé le chaos. Il avait sali nos vies, utilisé notre histoire comme un jouet cruel. Il était temps de mettre fin à son jeu. Gabriel et moi en avions longuement discuté. Les mots étaient peu nombreux, mais les regards disaient tout. Un accord silencieux s'était noué entre nous. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre, mais de retrouver une forme de justice, à notre manière. La nôtre. Nous devons être précis, Élodie, m'avait dit Gabriel, sa voix calme, presque trop calme. Nous étions assis dans son bureau, les lumières de Paris s'étendant à perte de vue, comme une mer d'étoiles froides. Les dossiers étaient ouverts devant nous. Des documents, des relevés, des preuves accumulées patiemment, méticuleusement. Julien aime contrôler l'image. Il aime qu'on le voie comme le maître du jeu. Il faut lui donner cette impression. Mais en réalité, nous allons inverser les rôles. Il m'a regardé, ses yeux clairs cherchant les miens. Vous devrez jouer un rôle, Élodie. Un rôle que vous connaissez bien, hélas. Celui de la femme blessée. Celle qui cherche la vérité. Mais sans jamais perdre de vue la stratégie. Je hochai la tête. L'idée me glaçait un peu, cette idée de devoir replonger dans la douleur, de devoir la montrer, peut-être même de la feindre un peu, pour arriver à nos fins. Mais je savais que c'était nécessaire. Pour Thomas. Je l'ai regardé dormir dans son petit lit à Belleville ce matin-là. Si innocent. Si vulnérable. Ce petit être qui dépendait entièrement de moi. L'image de son visage paisible me donnait une force nouvelle. Une force tranquille, mais inébranlable. Je ne pouvais pas lui laisser un monde où son père était une ombre menaçante, une menace constante. Non. Il fallait que je me batte. Pas pour moi. Pour lui. Je ferai ce qu'il faut, Gabriel, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Dites-moi ce que je dois faire. Nos préparatifs étaient discrets. Des échanges avec les avocats de Gabriel, des confirmations de protocole. Rien de théâtral. Juste la préparation minutieuse d'un dossier solide. L'un des moments les plus difficiles fut peut-être lorsque j'ai retrouvé, par hasard, au fond d'une vieille boîte dans mon armoire, une écharpe en soie. Celle que Julien m'avait offerte lors de notre premier anniversaire. Elle sentait encore légèrement son parfum, un mélange subtil de bois et d'épices. Je l'ai tenue, longtemps. Sentant la tristesse monter, non pas celle de la colère, mais celle de la perte. La perte de ce que j'avais cru. De cette illusion. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement plié l'écharpe, avec soin, et l'ai rangée. Pas pour la jeter, pas pour la garder comme un trophée. Juste pour la mettre à sa place. Un objet du passé. Un objet qui ne me définissait plus. Puis, j'ai repris mon travail à la fondation, me concentrant sur les tâches à accomplir, sur les détails qui feraient toute la différence. Gabriel et moi avons échangé un dernier regard avant de nous séparer ce soir-là. Un regard lourd de ce qui allait venir. Nous serons là, l'un pour l'autre, m'a-t-il dit, sa main effleurant brièvement la mienne. Un simple geste, mais il signifiait beaucoup. C'était une promesse. Une promesse de soutien, de solidarité. Nous allions traverser cela ensemble. Pas comme des amants, peut-être pas encore. Mais comme deux âmes liées par une même quête de vérité, une même volonté de justice. Et pour Thomas, pour l'avenir, il fallait que nous y arrivions. Le chemin serait long, peut-être douloureux. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'étais plus seul face à mes propres démons. Nous étions prêts. Ou du moins, aussi près que nous pouvions l'être. La fin n'a pas été un coup de tonnerre, comme on pourrait l'imaginer dans les histoires. Plutôt un long soupir de soulagement qui s'est étiré dans le temps. Les procédures judiciaires, les avocats,
Tout cela s'est déroulé avec une certaine lenteur, une sorte de déballage méthodique des faits. La vérité, patiemment rassemblée, a fini par éclater. Pas dans un tribunal bondé plein de journalistes avides de sensationnalisme, non. C'était plus discret. Plus personnel, d'une certaine manière. Julien Dubois, l'homme d'affaires brillant, l'époux volage, le manipulateur, il a été confronté à ses propres agissements. Les preuves étaient là. Les documents falsifiés, les transactions douteuses, le sabotage de l'entreprise de Gabriel, les mensonges, tout a été exposé. Non pas comme une vengeance, mais comme une simple constatation. Les faits. Je me souviens de l'avoir vu, une dernière fois. Pas en personne, mais à travers un écran. Une visioconférence pour une déposition. Il avait l'air plus petit. La flamboyance avait disparu, remplacée par une sorte de lassitude lasse. Ses yeux, autrefois si brillants, semblaient ternes. Il n'y avait plus de colère, ni de défi. Juste une sorte de résignation. Il a jeté un regard vers la caméra, comme s'il me cherchait. Je ne sais pas s'il m'a vu. Mais j'étais là, derrière l'écran, derrière les mots des avocats. Je ne ressentais ni triomphe, ni haine. Juste, une immense fatigue. Une fatigue de devoir encore me tenir droite, alors que tout en moi avait envie de s'effondrer. J'ai vu Gabriel, à côté de moi, sa présence solide, rassurante. Il n'avait pas besoin de mots. Son regard disait, c'est fini. Nous avons traversé cela. Julien Dubois a été tenu responsable de ses actes. Les détails précis de sa sentence, je ne les connais pas. Et honnêtement, je ne veux pas les connaître. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il ne fera plus de mal. Qu'il ne pourra plus détruire d'autres vies comme il a failli détruire la mienne. Gabriel, lui, a retrouvé une forme de clarté. La Fondation Moreau a pu continuer son travail, plus forte, plus ancrée dans ses valeurs. Sa réputation, ternie par les mensonges, a pu peu à peu se rétablir. Mais pour lui aussi, je sentais que ce n'était pas une victoire éclatante. Plutôt un soulagement. Un allègement du poids qu'il portait depuis si longtemps. En rentrant à Belleville ce soir-là, l'appartement m'a semblé différent. Moins froid. Peut-être parce que je n'étais plus seule à le remplir de ma présence. Thomas dormait paisiblement dans son petit lit. Je l'ai regardé, le cœur rempli d'un amour immense. Tout ce que j'avais traversé, c'était pour lui. Pour lui offrir un avenir où l'amour ne serait pas synonyme de trahison, où la sécurité ne serait pas une illusion. Je me suis approchée du miroir de l'entrée. L'image qui me faisait face n'était plus celle d'une femme brisée. Il y avait des cernes sous mes yeux, certes. Des marques de fatigue. Mais aussi, une certaine lumière. Une force tranquille. Je n'étais plus seulement Élodie, l'ancienne épouse Dubois, la mère endeuillée. J'étais Élodie. Une femme qui avait été au bord du gouffre, et qui avait choisi de remonter. Ce n'était pas un bonheur parfait, éclatant. Plutôt une forme de paix, fragile. Précaire, peut-être. Comme une fleur qui pousse sur un terrain accidenté. Je savais que les cicatrices demeureraient. Des souvenirs qui reviendraient parfois, comme des fantômes discrets. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel. La vraie victoire, ce n'était pas de voir Julien tomber. Ce n'était pas d'avoir gain de cause. La vraie victoire, c'était d'avoir survécu. D'avoir protégé mon fils. D'avoir retrouvé une forme de moi-même, plus forte, plus sage. Et d'avoir compris que la paix la plus profonde ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle naît de l'acceptation. De l'amour qu'on se porte à soi-même, et à ceux qui nous sont chers. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de hauts, de bas, de détours imprévus. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que l'on découvre sa propre lumière. Les jours ont suivi,
non pas comme une course effrénée, mais comme une lente respiration retrouvée. Paris, cette ville qui m'avait vu tomber, me voyait maintenant me relever. Doucement. Sans fanfare. L'agitation médiatique s'est calmée, les titres sensationnalistes ont laissé place à une forme de normalité. Une normalité que j'avais tant désirée. Gabriel et moi, notre relation avait évolué. Ce n'était plus l'alliance née de la nécessité, ni l'amitié timide du début. C'était un lien plus profond, tissé de respect mutuel, de compréhension silencieuse. Une sorte de partenariat dans la vie, où chacun reconnaissait les batailles de l'autre. Il n'y avait pas de grandes déclarations enflammées, mais des gestes simples. Un café partagé le matin. Une main posée sur mon épaule quand les souvenirs revenaient trop forts. Il comprenait. Il savait. Un matin, une lettre est arrivée. Pas une convocation, pas un rappel de dette. Une lettre officielle, du bureau du préfet. Pour reconnaître mon courage et ma contribution à la mise en lumière de la corruption d'entreprise. On me proposait une distinction. Une sorte de médaille pour l'intégrité civique. J'ai souri en la lisant. Une médaille, moi. Élodie Moreau, celle qui avait à peine de quoi acheter du lait pour Thomas il y a peu. Je ne cherchais pas la reconnaissance. Ma seule récompense était de voir mon fils grandir, de le voir rire dans le jardin du Luxembourg, là où tout avait commencé. Gabriel m'a regardé quand je lui ai montré la lettre. Vous l'avez mérité, Élodie, m'a-t-il dit. Plus que quiconque. J'ai hoché la tête, sans vraiment y croire. J'avais juste fait ce que j'avais à faire. J'avais survécu. Nous avons continué à faire vivre la Fondation Moreau. Gabriel voulait aller plus loin. Moins de grands projets clinquants, plus d'actions concrètes. Soutenir les femmes qui, comme moi, avaient dû reconstruire leur vie à partir de rien. Des formations, des aides juridiques, des microcrédits, des choses qui redonnent une chance, une dignité. J'y ai mis toute mon énergie. Non pas par devoir, mais par nécessité. Pour donner un sens à tout ce que j'avais traversé. Pour transformer cette douleur en quelque chose de constructif. Je me sentais utile. Et cette fois, c'était différent. Ce n'était pas l'utilité calculée de Julien, qui me voyait comme un accessoire. C'était une utilité choisie. Une utilité qui venait de mon cœur. Parfois, le soir, nous nous retrouvions sur le toit de l'immeuble de Gabriel. Paris s'étendait sous nos pieds, un tapis d'étoiles artificielles. Thomas dormait à l'intérieur, paisible. Gabriel et moi parlions peu. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Juste la présence. Le silence partagé. La compréhension mutuelle. On a traversé une sacrée tempête, n'est-ce pas, m'a dit Gabriel un soir, sa voix à peine audible par-dessus le vent. J'ai souri. Oui. Mais nous sommes là. Et c'était vrai. Nous étions là. Debout. Pas indemnes, non. Les cicatrices étaient là, gravées en nous. Mais nous étions là. La vraie liberté, je crois, ce n'est pas l'absence de chaînes. C'est la capacité de marcher droit, même quand le chemin est encore marqué par les ombres. Chaque cicatrice raconte une histoire, oui. Mais ce n'est pas elle qui définit le chemin que nous choisissons de prendre ensuite. C'est ce que j'avais appris. La vie n'est pas une ligne droite, elle est faite de détours, de chutes, et de ces moments où, contre toute attente, on trouve la force de se relever. Ce n'était pas une victoire éclatante sur Julien. C'était une victoire sur moi-même. Une victoire sur la peur. Une victoire sur le désespoir. Et cette victoire-là, elle était silencieuse. Mais elle était mienne. Et cela suffisait. Vous m'avez entendu parler de choix. De mes choix. De ceux que j'ai faits, parfois sans savoir vraiment où ils me mèneraient. De ceux qui vous transforment, sans que vous vous en rendiez compte sur le moment.
peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces moments de doute. Ou peut-être avez-vous simplement écouté. Et c'est déjà beaucoup. Ces chemins, ils sont propres à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route, juste celle que l'on choisit de prendre, un pas après l'autre. Si, au fil de ces mots, quelque chose a résonné en vous, un écho, une émotion partagée, je vous invite à le déposer. Dans les commentaires, peut-être. Un simple mot, une pensée. Savoir que ces récits trouvent un écho, c'est précieux. C'est comme une petite lumière dans la nuit. Et si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez simplement rester en contact, pour d'autres confidences, pour d'autres parcours, vous pouvez toujours appuyer sur ce petit bouton « J'aime », partager, ou vous abonner à La Revanche Silencieuse. C'est une façon discrète de rester connecté. Sans obligation. Juste, pour être là. Merci d'avoir marché à mes côtés, le temps d'une histoire. Peut-être, à bientôt. Pour d'autres silences, d'autres mots. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.